Bienvenue dans CQFD, la rubrique qui décortique une fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime et la reproduit dans Unity. Aujourd'hui, terminons-en avec le système de détection de Desperados 3 de Mimimi Games. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette troisième et ultime partie du tutoriel consacré au système de détection de Desperados 3. Si vous n'avez pas encore regardé les deux premières parties de ce tutoriel, je vous invite à le faire et on se retrouve juste après. Les liens sont en description. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ce contenu vous plaît et un petit pouce bleu, c'est toujours ça à donner à manger à l'algorithme de YouTube. Allez, maintenant c'est parti. Reste à implémenter la détection du joueur. Cette détection se découpe en deux parties. Le code qui détermine si le joueur est visible pour le garde et la ligne de visée qui renseigne visuellement cette détection. Pour la ligne de visée, il nous faut un shader spécifique que j'ai créé avec ShaderGraph. Celui-ci est composé d'une première partie donnant à la ligne une texture en pointillé. Et une seconde partie qui, elle, va extraire les coordonnées UV de chaque pixel de la ligne et comparer la coordonnée X du pixel avec une variable manipulée via un script. Si la coordonnée X est inférieure à la variable, le pixel prend une couleur jaune, sinon une couleur verte. Après avoir créé un matériel à partir de ce shader, je crée un script Line of Sight. Ce script nécessite l'ajout d'un line renderer, une position de départ, un layer mask, une vitesse de progression et de retraite, ainsi qu'une référence vers le joueur. Dans la fonction update, je vais premièrement détecter si le joueur est dans le champ de vision. Si c'est le cas, je vérifie si celui-ci est détecté. Si oui, je gère cette détection. Si le joueur n'est pas dans le champ de vision ou s'il n'est pas détecté, je réinitialise la détection. La fonction player is in field of view retourne un boolean indiquant si le joueur est dans le cône de vision. Il faut premièrement vérifier si le joueur est suffisamment près du garde et il faut également que l'angle entre d'une part la direction forward du cône de vision, ici en rouge, et le vecteur entre le garde et le joueur soit inférieur à la moitié de l'angle de vision total. La fonction playerIsDetected va renvoyer un boolean signalant si le joueur est visible pour le garde. Je détermine le vecteur joignant le garde et le joueur et lance un recast dans cette direction. Je récupère alors tous les objets touchés par le rayon grâce à recastAll. Le layer mask utilisé reprend les obstacles de couverture totale, de couverture partielle et le joueur. Je les classe par ordre croissant de distance avec la méthode orderBy de la librairie Link. Les objets les plus proches seront ainsi traités les premiers. Pour chacun des objets touchés, je regarde premièrement à quel layer ils appartiennent. Si c'est un obstacle de couverture totale, pas besoin d'aller plus loin, le joueur est complètement caché. Si c'est une couverture partielle, je stocke cette donnée et je passe à l'élément suivant. Si j'arrive ici, cela signifie que l'objet que je teste maintenant est le joueur. Si la variable semi-cover est vérifiée, cela signifie que le joueur est derrière un obstacle de couverture partielle. Si le joueur est accroupi, il n'est pas détecté, sinon il est visible pour le garde. Si semi-cover est faux, le joueur est donc à découvert. Il faut déterminer s'il est dans la zone de détection secondaire. S'il y est et qu'il est accroupi, il n'est pas détecté. Sinon, il est visible. Si on arrive ici, le joueur est à découvert dans une zone de détection principale. Qu'il soit accroupi ou non, il est détecté. Dans la fonction handleDetection, on active le line renderer et déterminons la position de ces deux lignes.
Le script player a une référence pointant vers sa tête dont on peut prendre la position. Je détermine la distance entre le garde et le joueur et calcule ainsi le temps nécessaire pour remplir la jauge en divisant cette distance par la vitesse de progression. Cela permettra d'avoir une vitesse de remplissage constante, quelle que soit la distance entre le garde et le joueur. Comme le line renderer utilisera le matériel que nous venons de créer, je récupère la valeur du float progress du shader. Je l'augmente un petit peu et je la renvoie ensuite vers le matériel. Pour la fonction reset detection, c'est très semblable, sauf que je désactive le line renderer et utilise la vitesse de retraite. Dans l'éditeur, j'ajoute ce script au GameObject enemy, diminue la largeur du line renderer et y glisse le matériel. Il reste alors à lier les différents éléments du script. Voilà enfin notre système de détection opérationnel. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier CQFD. J'espère qu'il vous a plu et pour les prochains CQFD, je vous propose de vous-même choisir le contenu de la vidéo entre l'un des deux jeux suivants. Premièrement, Donut County et son système de trous extrêmement gourmand. Et deuxièmement, le système de cartes de FTL qui fait appel au calcul d'un célèbre mathématicien russe. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens afin d'approfondir vos connaissances dans les render features. Moi, je vous dis bisous et à bientôt.